Un avion Dash-8 est en patrouille aérienne. Il repère sur l'horizon une fumée suspecte. Localisation estimée, commune d'Aiguille à côté d'Aix-en-Provence. L'alerte se propage aussitôt dans la base aérienne. Oui. Pierre et Jean-Marc, les pilotes de Canadair, sont de garde. Ok. Il t'a donné une surface parcourue tout de suite ou pas encore? Ils sautent dans leur avion pour se rendre sur l'incendie. Le temps de faire le plein sur l'étang de Berre pour arriver les soutes remplies d'eau, et ils sont sur place 12 minutes après avoir décollé. La réaction était très rapide. Pourtant, le feu s'est déjà propagé sur plusieurs kilomètres. Le théâtre des opérations, un massif forestier de grands pins sur un petit mamelon entouré de champs et parsemé de quelques habitations. Le contexte météo, un vent du nord-ouest, un Mistral établi avec des rafales jusqu'à 80 km/h. 2 hélicoptères bombardiers d'eau sont déjà à l'œuvre. Ils larguent à la lisière des flammes, sur le flanc gauche du feu. Ils se mettent de côté à l'arrivée des Canadair qui sont prioritaires et reviennent sur l'incendie quand les Canadair s'éclipsent pour faire le plein. Un balai aérien se met en place au-dessus du feu. Le lieutenant-colonel Fonters fait partie des premiers arrivés au sol. Il prend le commandement des opérations et demande des renforts. Il est rejoint par Fabrice Mossé de la caserne d'Aix-en-Provence, spécialiste des interventions en milieux inaccessibles. Moi, pour l'instant, à ma vue, j'ai 2 groupes et 2 moyens isolés. C'est à travers ses yeux que nous allons vivre tout l'incendie. J'étais au centre de secours à Aix, donc on a une vue plongeante sur toute la vallée. Et on a vu que ça partait très fort et assez rapidement, et ça a pris de l'ampleur très rapidement. Sur un incendie de grande taille, le commandant des opérations découpe le feu en 3 secteurs. Flanc gauche, flanc droit, secteur avant. Fabrice Mossé prend la responsabilité du flanc droit. Le gros du feu s'est passé dans les 10-15 premières minutes et ça mangeait ce que ça devait manger. Parce qu'après ça redescendait et ça allait sur des terrains agricoles et sur des maisons. Mais c'est un feu qui est assez étroit, il ne s'est pas beaucoup élargi, hein, parce qu'il y a aussi le relief qui fait qu'il n'a pas eu le temps de s'écarter. Fabrice traverse la zone brûlée pour rejoindre son secteur. 2 pélicans qui se présentent, c'est les 2 qui arrivent là. Il croise plusieurs camions dont les radios ne sont visiblement pas allumées. Les avions n'ont pas fini de là. Oh les gars! Ils éteignent les flammes à la lance, mais ils gênent 2 avions qui tournoient dans le ciel sans pouvoir larguer. Oh! Tu la veilles ta radio ou tu la réveilles pas? Veille ta radio, il y a un Canadair qui va passer. 733. Garde-la près de l'oreille. Ils sont où tes gars? Il y a un autre largage qui est prévu. Là, un largage de Canadair. Ils vont revenir dans 3 minutes, larguer, faire un dernier passage. Oh! Tu fais-le écarter ton camion là, parce qu'ils vont revenir là, dans 2 minutes. Il y avait des gars qui étaient en train de travailler et le chef de secteur a essayé de les contacter pour les faire reculer et leur éviter de se prendre le largage sur la tête, ce qui pourrait être particulièrement dangereux compte tenu de la masse d'eau et de la vitesse à laquelle c'est projeté. Ça peut être extrêmement dangereux, voire même mortel. Avec diplomatie, les pompiers sont écartés et mis à l'abri. Le plus compliqué dans le rôle du chef de secteur, c'est de bien coordonner les différentes équipes, les engins et les personnalités plus ou moins coopératives. Je n'ai pas eu de vocation de sapeur-pompier de manière précoce, mais je me rappelle très bien avoir eu un événement marquant dans ma jeunesse. Il y avait eu un très gros feu dans les Alpilles, des arbres brûlés et des pompiers qui étaient à côté ne pouvaient pas tout éteindre. Et c'est quelque chose à laquelle je pense toujours. Si on peut éteindre un arbre, c'est un arbre de gagné. Un avion de surveillance survole le feu pour transmettre ses observations à l'état-major des pompiers. Il filme avec une caméra en image normale et en image thermique pour localiser les points chauds.
Il est surnommé Horus, comme le dieu faucon de l'Égypte antique, car il semble planer toujours plusieurs pieds au-dessus des opérations. La langue de feu s'étire encore et un nouvel incident survient. Une jeune sapeur-pompier de 19 ans est évacuée en ambulance vers l'hôpital d'Aix. Ça commençait à chauffer, il y avait pas mal de flammes, il y avait pas mal de fumée. Et après, au bout d'une demi-heure, j'ai commencé à pas trop me sentir bien. Et j'ai eu peur quand je me suis retrouvée au sol, parce que mon binôme était devant moi, donc je ne savais pas s'il allait se retourner et me voir. J'ai vu les flammes, c'est là que j'ai eu peur. Je me suis dit, si mon binôme il est parti, s'il ne s'était pas retourné, je ne serais pas arrivée à me relever et j'y serais peut-être passée. Pour les pompiers qui sont toujours au front, le brasier se calme un peu. Les interventions des Canadair et des hélicoptères sont utiles, mais c'est finalement la géographie des lieux et le vent qui amènent le feu à venir buter sur une zone défrichée. Privé de combustible, il perd en intensité et s'étouffe progressivement. Le feu est passé très vite et très fort. Il a rasé la moitié de la pinède qui couvrait cette colline. On va dire qu'il est fixé là pour l'instant. On dira que le feu est éteint à partir du moment où il n'y aura plus de reprise potentielle, ce qui pourrait être le cas par exemple là, où on voit que ça recommence à fumer et si on ne traite pas ce départ de feu, on va se retrouver encore avec un feu d'ampleur importante. On appelle ça la phase de nettoyage. Arroser chaque point d'eau, chaque fumerole et faire pénétrer l'eau jusqu'aux racines des arbres. Un travail fastidieux et moins excitant que le combat contre le feu, mais absolument nécessaire. Tiens, regarde une reprise là. Regarde, tu vas voir. Ça, c'est une reprise. Non, sérieux, attends. Je vais le faire. Protège-moi, tu es au bord. Oh, si tu as une reprise là, on est comme des cons là. Merci, messieurs. Le noyage est un combat de tous les instants. Parce que les flammes, c'est porteur, c'est valorisant, mais le noyage... Fabrice Mossé fait le tour du brûlé pour évaluer les dégâts. On va aller chercher la pizza. Ça, c'est le mangeoire pour les sangliers qui était posé par les chasseurs. Et depuis tout à l'heure, ça sentait la pizza. On se demandait pourquoi. Enfin, ça sentait, tu vois, le grillé. Et tout simplement parce que ici, tu vois, il y avait un tonneau de blé qui est en train de brûler. Donc ça fera pas de popcorn parce que c'est pas du maïs, mais c'est ça qui sentait voilà, la pizza. Un peu déboussolé, un homme parcourt la pinède en cendres. Bonjour monsieur, vous êtes propriétaire. D'accord. Donc le propriétaire d'où de la Barbeline. D'accord. Bon, en ce qui concerne ce secteur-là, j'ai un de mes camarades qui s'occupe de vous, on va dire, avec les moyens qui sont ici. Ils vont faire le noyage, donc il n'y a plus de risque que, a priori, il y ait de reprise de feu, mais on va faire en sorte que tout ce qui... Aussi, ouais. Non, mais toutes les maisons, il y a du monde là-bas, hein, c'est moi qui m'en occupe. D'accord. Parce que là, j'ai la maison aussi qui est pas là, qui est vide, mais qui est protégée. Ah oui, mais vous avez des gars qui sont autour et on fait ce qu'on appelle le noyage afin d'éteindre toute trace de feu. Très bien, merci. Je vous en prie, monsieur, bon courage. On ne va pas avoir la même vision d'un incendie ou du feu en lui-même que si nous étions un spectateur. On va déployer des moyens techniques pour lutter contre lui en fonction de ce que l'on voit, mais c'est pas ce feu spectaculaire tel que les gens peuvent le voir de l'extérieur. Pour nous, ça fait partie du travail. Il s'est étalé en descendant sur le flamboiement, il a pris le vent et il a fait environ 41 hectares. Le maire de la commune est venu sur les lieux de l'incendie. Il met à la disposition des pompiers les volontaires de son comité feu. Ils sont équipés de véhicules tout-terrain avec de petites citernes d'eau et des lances. Merci d'être là, c'est super sympa. Je vais vous demander de nous filer un coup de main, s'il vous plaît. Justement. Donc, comme on va concentrer nos moyens, alors, déjà on va en libérer, non pas parce qu'ils ont plus envie de travailler, mais c'est qu'il faut garder en prévision d'autres départs qui pourraient être ailleurs. Donc, toute la phase de surveillance, elle va être, on va dire, avec des effectifs un peu réduits. En revanche, votre présence va être très intéressante pour surveiller la lisière. Et la lisière, elle est au bord de la route. Donc, comme ça, vous allez nous filer un super coup de main. Si on peut vous aider, il n'y a pas de problème, on est venu pour ça. Eh ben, c'est gentil. Alors, c'est parti.
Fabrice Mossé a placé tous les hommes disponibles de manière à sécuriser son chantier. Il s'autorise une minute de nostalgie en contemplant le paysage. Il y a 18 ans, vous nous avez envoyé sur un départ de feu assez virulent sur l'Arbois, qui était à l'endroit où aujourd'hui tu as toutes les maisons. Donc, tu vois, on s'est un peu levé l'âme pour éteindre le feu, ce qui est tout à fait normal. Et puis, quelques années plus tard, une ville nouvelle carrément à l'endroit où on s'était battu pour que la nature puisse conserver ses droits. Alors, je dirais pas que c'est frustrant, mais c'est la vie. Pas le temps de philosopher. Une deuxième alerte retentit. Tu n'engages pas tes engins, vous êtes désengagé de mon chantier, vous passez au PC, on va vous donner une mission sur Martigues. Tu vas reconditionner, tu pars sur Martigues. 2 salons, 3 Martigues. 3 salons, 3 Martigues. On a un départ de feu apparemment virulent sur Martigues, donc quand même à quelque chose comme 50-60 km d'ici. Il y a peu de groupes qui sont disponibles là-bas, donc ce qu'on fait, c'est que nous allons désengager des groupes qui sont uniquement faits là pour la surveillance ou pour le noyage, et on va les envoyer là-bas pour faire de l'attaque. Grâce à l'avion de surveillance Horus, les chefs de l'opération peuvent garder un œil sur l'incendie de Martigues tout en poursuivant l'extinction du feu d'Aiguille. Alors là, c'est bien parce que maintenant, ils arrivent à mixer l'image sur les points chauds. L'un des membres du poste de commandement est affecté à la surveillance à distance du feu de Martigues. Dès que l'avion est en l'air, il envoie ces images par une antenne aéronautique qu'on reçoit sur ces 2 antennes. Voilà, donc là, vous voyez des images en infrarouge, vous voyez les points chauds. La précision des images de l'Horus est incroyable. Le lieutenant-colonel Fonters sait que par l'intervention des avions, l'incendie de Martigues va être maîtrisé rapidement. Hop, vous voyez un avion passé bombardier d'eau qui vient de larguer, du retardant. Il peut même assister au largage en direct ou observer le positionnement des camions de pompiers sur place. L'incendie de Martigues est rapidement maîtrisé et déjà le commandant Mossé est appelé sur une autre urgence. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, les gars? Le soleil se couche. Voilà plus de 5 heures que les pompiers travaillent sans relâche. La fatigue commence à se faire sentir chez les troupes et chez les engins. 3 crevaisons quasi simultanées. Sérieux? Quand tu as des faines d'arbres là qui brûlent à 4, 5, 6, 10 cm, tu vois, c'est ça qui fait des espèces de poignards. Tu as le roue qui monte dessus et qui s'empale. 4x4 et camions équipés de nouveaux pneus, la nuit est tombée. Les derniers brasiers luisent dans l'obscurité. Le temps est enfin venu d'avaler un repas de fortune au camion de commandement. Alors, nous avons pâté de volaille. Je précise, pâté de volaille en tartine avec des espèces de peine de guerre. Voilà. Plus une salade catalane qui a jamais dû voir le département des Pyrénées-Orientales. Nous avons une ration autochauffante qui chauffe qu'une fois sur 9. Donc là, j'appuie. Et normalement, ça devrait chauffer. Nous allons voir. Alors, tu as la boîte qui est chaude, mais l'intérieur n'est pas chaud. Donc ça a marché, mais à moitié. Mission non accomplie. Ah oui, si, au milieu, c'est bon. Alors je fais le vieux schnock, mais c'est véridique. J'ai connu le temps où on avait des rations qui étaient avariées depuis 3 ou 4 ans. C'était extraordinaire. Aujourd'hui, 41 hectares de pinèdes ont brûlé. Mais l'action des pompiers a permis de protéger toutes les habitations et les personnes qui vivaient aux alentours. Nos héros surveillent les braises en attendant la relève pour prendre enfin quelques heures de repos bien méritées. Le lendemain, Fabrice Mossé est de retour, frais et dispo, à la caserne d'Aix-en-Provence. Bienvenue dans mon bureau, que la plupart de mes gars appellent le musée. Des choses que j'ai pu glaner ici ou là, sur Internet, ou dans des marchés aux puces, ou des cadeaux plus personnels qui m'ont été offerts au gré de mes affectations. Il y a des diplômes qui datent, je crois qu'il y a un diplôme qui date de 1800, je crois que c'est celui-là là-bas, le concours de stratégie, qui date de 1880. 1897. Un concours de manœuvre de pompe à incendie. Et sinon, je pense que c'est un des emblèmes aussi de la puissance et du pouvoir des sapeurs-pompiers. C'est un sabre briquet qui était porté par les sapeurs-pompiers, je pense, dans les années 1850. Je suis
tombé tout à fait par hasard dedans. La première fois où je suis allé voter, le gars qui vérifie à l'entrée l'identité des gens et qui était un employé municipal, qui était sapeur-pompier volontaire, m'a demandé, c'était pour les élections de 1988, il m'a demandé si ce que je faisais cet été-là. Je lui ai dit rien, il m'a dit « t'as qu'à rentrer chez les pompiers ». J'y suis allé et j'y suis resté. Après 10 ans comme sapeur-pompier de Paris, Fabrice Mossé est revenu dans sa Provence natale, où il a conquis ses galons de commandant à la caserne d'Aix-en-Provence. Je suis j'ai un peu de tradition de ce côté-là et je fais très attention à conserver l'emblème du corps, le drapeau du centre de secours principal d'Aix. Normalement, c'est le patron, mais bon, le patron m'en a confié la charge et je le fais avec grand plaisir. C'est une des dernières grandes casernes de France, avec une garde de plus de 35 personnels, ce qui ne se rencontre plus. Donc une ambiance particulière, très attachante, assez exigeante et vraiment une belle expérience. Mossé et le lieutenant-colonel Fonters se retrouvent comme chaque soir pour prévoir le travail du lendemain. Chercher des solutions compensatrices à la chose. On parlait des 11 000. On serait en capacité de faire un groupe 11 000 Ils sont en visioconférence avec l'état-major des sapeurs-pompiers et ce soir, une nouvelle exceptionnelle vient de tomber. Avant de reprendre leur envol, un accident de Canadair à Ajaccio. Une répétition de l'incident d'hier soir. Ce Canadair en partance pour Marseille termine sa course à quelques mètres de son point de départ. Son train arrière vient de casser. L'avion échoué va bloquer le trafic aérien pendant près de 5 heures. Redressé, le bombardier d'eau est escorté hors de la piste. Actuellement, une commission d'enquête ausculte l'appareil endommagé. En attendant le retour des Canadair dans le ciel, d'autres avions assurent la prévention incendie. Le colonel Grégory Allione est le directeur des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Les 12 Canadair cloués au sol au cœur de la saison des feux de forêt, c'est un sacré revers pour lui. Donc logiquement, on a les 9 trackers, les 2 Dash qui sont toujours actifs. Je vais voir au niveau des gares, du guet aérien armé, comment ça se met en place. On n'hésite pas. Départ de feu, on demande immédiatement du renfort. Vu l'état de sécheresse, etc., on ne va pas avoir les Canadair, donc il va vite falloir monter en gamme pour compenser ce dispositif-là. OK ? Le colonel Allione est inquiet, car il sait qu'il va devoir engager plus d'hommes pour compenser l'action des Canadair, alors qu'une semaine de fort Mistral s'annonce. Les massifs des Bouches-du-Rhône sont très dangereux, pour 2 raisons. Ils sont exposés de manière importante au vent dominant qui est le Mistral. Et on sait très bien que ce qui fait le premier dégât, c'est la fumée. Donc on a la fumée à hauteur d'homme. Donc les premiers impacts, c'est pour les hommes, c'est pas pour les Canadair, c'est pas pour les oiseaux, c'est pour nous-mêmes. Il reste les avions Tracker et Dash sur lesquels les pompiers pourront compter, mais les Canadair sont clairement les plus efficaces. En leur absence, il faut à tout prix proscrire le moindre comportement susceptible de mettre le feu aux poudres. Aujourd'hui, le niveau de risque est exceptionnel à cause de la sécheresse et du vent. Les massifs forestiers sont complètement fermés au public. Impossible de circuler à pied, et encore moins en voiture. Seuls les agents de l'Office national des forêts peuvent patrouiller pour faire respecter la loi, car dans la pratique, les vacanciers et les locaux ne se renseignent pas forcément. Alors, mon collègue va vous expliquer. Bonjour mesdames. Aujourd'hui, on est en risque de feu de forêt très sévère. C'est-à-dire qu'on est en noir. L'accès au massif forestier est interdit, donc c'est calculé par zone. Donc là, on va vous demander de quitter le massif. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, le chemin le plus court. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, bonne journée. On est encore traumatisé un enfant. Pour Mathieu Binquet, un promeneur et conduit, c'est un départ de feu évité. Voilà. Mais par contre, ça risque d'être le cas aussi pendant plusieurs jours parce qu'ils nous annoncent les mêmes conditions pour demain, après-demain et du vent pour lundi et mardi. Aujourd'hui, le massif est fermé, il risque d'y avoir le feu. Le feu de forêt, pour nous les forestiers, c'est particulier. On travaille toute l'année pour préparer le jour éventuellement où il va se passer quelque chose. Finalement, ce jour-là, on a envie d'être là. Alors, on n'a pas envie que ça brûle, mais on a envie d'être là. Des familles, des touristes randonneurs et inoffensifs, la plupart du temps, les personnes interpellées renoncent à leur balade sans faire d'histoire. Mais parfois, comme en témoignent le pistolet et la bombe au poivre accrochés au ceinturon des agents, parfois, il arrive que le dialogue se corse.
Bonjour monsieur. Bonjour. Le moteur s'il vous plaît monsieur. Vous êtes sur une piste qui est fermée à la circulation publique monsieur. Ah, mais on monte là quasiment tous les jours avec vous les êtes en enfants. infraction tous les jours. Voilà monsieur, je vous remets ce timbre-amende, donc d'un montant de 135 €. C'est un procès verbal pour l'infraction commise, à savoir circulation d'un véhicule à moteur sur une piste non ouverte à la circulation. Il n'y a que moi qui suis verbalisé ou les chasseurs qui viennent chasser sont aussi verbalisés? Tous les gens qui sont en infraction sont verbalisés monsieur. Pour une simple venue dans le massif. Mais ça tombe pas mal, c'est un coup de pas de chance. Mais alors une chose, non ouais effectivement vous pouvez le voir comme ça, mais c'est un coup de chance parce qu'on vous évite d'être à l'origine d'une catastrophe finalement. 135 € d'amende, le conducteur a fini par obtempérer. Du 1er juin au 30 septembre, c'est normalement à lui de s'informer pour savoir s'il a le droit de circuler dans les massifs forestiers. Aujourd'hui, un incendie dû à des broussailles qui s'échauffent contre un moteur a peut-être été évité de justesse. Un feu de forêt sur 5 est causé par une imprudence dans le cadre des loisirs. C'est la deuxième cause principale des incendies chaque été. La première reste la malveillance, dans 30% des cas. Viennent ensuite ex aequo en troisième position les travaux en extérieur et les causes naturelles comme la foudre, qui représentent 10% des départs de feu. Pendant que les canadaires sont cloués au sol, la pression est reportée sur les hélicoptères qui doivent assurer encore plus qu'à l'habitude. Un appareil supplémentaire est venu en renfort des 2 hélicos postés en alerte durant tout l'été. Le pilote Éric Gadot est de garde sur la base aérienne de Salon de Provence. Sa journée commence toujours par une auscultation de l'hélicoptère avec un mécanicien. Je fais les bouchons magnétiques la dernière fois, mais on n'a pas volé depuis, donc... Mécanicien fait partie de l'équipage à part entière. Hein. C'est ma moitié professionnelle, on va dire. S'il n'est pas là, la machine ne vole pas. Tous les jours, il fait une visite journalière qui est obligatoire, qui est valable 24 heures, où il épluche tout, il en a à peu près pour une demi-heure, 3/4 d'heure. Bouchon magnétique, en gros, c'est ça. Donc ça baigne dans le circuit d'huile. Et si jamais le moteur limaille, il y a des particules métalliques qui partent de tout ce qui est engrenage, pompe et tout, etc. En fait, cette partie-là est aimantée, ça vient se déposer dessus et du coup, quand on l'enlève, si ça limaille, on le voit. C'est une image du vieillissement du moteur, en fait. Allez, café. Les vérifications à peine terminées, une alerte retentit. C'est la première saison d'Éric dans la région. C'est quoi, c'est 8-10 minutes de vol, tout cassé. Il prend le temps de vérifier l'adresse et fonce vers sa machine. Vas-y. J'ai pas trop la connaissance du terrain, on va dire. Pour tout ce qui est précision de navigation, j'ai un cadre pompier avec moi qui est censé me guider. Mais bon, c'est très facile, hein. Quand on part d'ici, il suffit d'aller sur la fumée et généralement, on la voit de loin. Le pilote commence par pomper de l'eau dans ce qu'il trouve, un canal. Il remplit sa caisse blanche de largage. Il faut à peine 1 minute et Éric repart en direction de la fumerole. Les pompiers sont tellement sur le qui-vive que le départ de feu est déjà mouché le temps que l'hélicoptère arrive. Éric reçoit l'ordre de larguer sur les cendres pour mieux les noyer et rentre à la base. La particularité du secteur des Bouches-du-Rhône, c'est qu'il y a beaucoup d'agglomérations, donc c'est énormément électrifié. Donc ça, les lignes électriques et moi, on n'est pas très copains, donc tous les pilotes d'hélico vous le diront, hein, c'est le plus gros danger en travail aérien à basse altitude. Donc quand vous associez sur un incendie les lignes électriques, le vent, le soleil rasant, plus la fumée, toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe mal. Sans vous, on aurait des morts. Sans vous, on aurait plus de morts, on va dire. Dans la bécane, il fait chaud aussi. Hein. Quand on est sur des gros feux, que ça se coupe bien et tout, le soir, on rentre, on est rincé. Hein. Pas de répit pour les hélicos. Une nouvelle alerte est signalée à la radio. Allez, hop, c'est parti. Ça y est, chef, on est prêt. Hein. L'officier pompier embarqué qui est avec Éric, c'est Philippe Delquier. Il tente de guider le pilote de son mieux. C'est pas le feu en lui-même, c'est l'action. C'est l'action qui est exaltante parce que elle nous stimule.
Pour autant, on ne peut pas dire qu'on a plaisir à voir brûler la forêt. C'est ce combat contre la destruction qui lui-même est exaltant. Cette fois, le feu est plus conséquent. L'hélicoptère fait un premier tour de l'incendie pour repérer les lieux et part au pompage dans l'étang de Berre, une vaste étendue d'eau saumâtre de 20 km de long. Il revient chargé de 1000 litres d'eau qu'il largue à la lisière des flammes, à la limite entre le feu et la végétation verte. Un peu trop haut. La chaleur de l'incendie est telle que l'eau s'évapore avant même d'avoir touché le sol. Eric repart au pompage et revient par faire le travail. Cette fois, son largage atteint le but escompté. Le binôme enchaîne les rotations 1 fois, 2 fois, 6 fois, jusqu'à ce que le feu soit vaincu. Cette synchronisation entre les 2 personnes présentes dans l'hélicoptère ne s'obtient qu'après de longues heures d'exercice passées ensemble. Eric et Philippe ont acquis leur réflexe au prix d'un entraînement riche en adrénaline surnommé la gloutte. C'est un stage qui nous permet de sortir d'un hélicoptère le jour où on tombe dans l'eau. C'est un stage obligatoire en début de saison chez les marins-pompiers de Marseille. C'est un entraînement éprouvant encadré par l'armée, destiné à tester les réactions, mais aussi la cohésion des équipages. Il y a une formation pratique avec des exercices de simulation d'un crash sur un plan d'eau. Ces exercices mettent à l'épreuve l'ensemble de l'équipage, à la fois le pilote et l'officier sapeur-pompier, par rapport à une situation qu'ils devront gérer, un hélicoptère qui est en train de s'enfoncer dans la mer. Le pompage au-dessus d'un point d'eau est l'une des phases les plus dangereuses. Pilotes et officiers aéros subissent chaque année une baignade forcée, l'un des entraînements les plus impressionnants qui soit. Alors les prénoms, Eric et Philippe. Eric et Philippe. Allez, c'est parti. Allez, on y va comme ça, à froid là. On a aménagé ce module avec la même configuration qu'un écureuil sur lequel vous allez voler. Donc il y a un manche pour le pilote. Au printemps, l'eau est encore à 15 degrés. Notre duo frissonne déjà d'appréhension. Alors, je sais pas si vous avez En remarqué, pompage, en cas de crash d'un hélicoptère, le temps de réaction possible est de 2 à 3 secondes avant de percuter l'eau. Il faut des réflexes d'acier. Cette année, pour moi, c'est un peu particulier puisque depuis 15 ans, j'étais chef de centre. Ça va me permettre de m'impliquer différemment dans l'organisation de la lutte et notamment de m'impliquer dans la cellule des hélicoptères bombardiers d'eau. le but de ces ceintures, c'est de vous protéger des impacts, donc de blessures que vous pouvez avoir au moment de l'impact. L'impact avec l'eau ou avec la terre, c'est pareil. Simplement qu'après, une fois qu'il va y avoir l'impact avec l'eau, que risque-t-il de se passer? L'eau rentre dans la cabine. Voilà. Vous allez essayer de vous mettre en position de sécurité pour vous protéger au maximum. Allez-y. Et après, moi, je la teste. Hein. N'oubliez pas. Hein. Ok, alors on va voir. Non, celle-ci ne m'a pas l'air efficace. Hein. Vous avez vu, ça remue pas mal. On va voir ici. Celle-ci non plus ne m'a pas l'air efficace. Vous avez vu, ça tape. Hein. Là, déjà, le coude, il a tapé là. Une ceinture bien serrée est une ceinture qui se défera facilement. Mais cette ceinture, je pense qu'elle peut être serrée encore plus. Le formateur garde un ton décontracté, mais Eric et Philippe n'emmènent pas large. Allez, attention, atterrissage forcé. Préparez-vous. Allez, c'est parti. Des tigres, des tigres, des tigres. En quelques secondes, la cabine est submergée.
Eric et Philippe se retrouvent en apnée, vissés à leur siège par leur ceinture. Les bulles et l'agitation rendent la visibilité quasi nulle. Comme dans un vrai hélicoptère, ils doivent réussir à éjecter la portière et la fenêtre pour se libérer de ce piège sous-marin. La fenêtre côté pilote est trop étroite. Eric renonce et passe par la porte. Ça va? Ouais, ça va. Ça va? Toi, c'est pas la première fois que tu le faisais? Non, c'est la deuxième, mais il y a 10 ans que je l'ai fait. Donc, disons que moi, je suis un peu costaud. Alors, sur le simulateur, c'est vrai que le hublot est pas très grand. Mais sur un écureuil comme celui-ci, la porte est quand même assez large. Donc, on a chacun une ouverture rapide pour la porte. Donc, moi, quand j'aurai largué ma porte, j'aurai une ouverture comme ça pour sortir. Donc, c'est pas un problème. Mais sur le simulateur, c'est vrai que le hublot est plus petit, quoi. Pas de répit pour notre binôme de l'air qui se remet aussitôt à l'eau. Cette fois, l'exercice se corse. Ils ne doivent pas seulement réussir à sortir de cette carcasse métallique, non. Cette fois, ils sont plongés dans l'eau la tête en bas, comme si l'hélicoptère s'était retourné dans le crash. À l'envers, dans l'eau, il est impossible de se repérer. On perd instantanément toute notion de bas et de haut. Un exercice très angoissant. Est-ce que vous avez ressenti une perte de repère? Complètement. J'ai failli me gourer de porte. J'ai dit, tiens, j'ai voulu partir de son côté, oui. Puis je me suis rendu compte que c'était la mienne. Donc je suis reparti de l'autre côté pour sortir par son côté. Et alors, à un moment donné, est-ce que tu as senti ma main? Pour te diriger, je t'ai même fait ça. Non, j'ai pas vu. Parce que tu partais vers la queue. Ouais. À 56 ans, c'est pour Philippe Delquier un vrai défi personnel de retourner sur le terrain en tant qu'officier aéro sur les hélicoptères. C'est intéressant. Sa jambe, elle est là, il sait où elle est. Si sa main glisse le long de sa cuisse, il sait que quand il va arriver au niveau du genou, la poignée, elle est pas loin. Mais j'ai trouvé que l'exercice est très réaliste déjà. L'approche pédagogique super intéressante. Et puis on se sentait en sécurité. Malheureusement, les plongeurs, ils sont pas là le jour. Ça nous arrive. Même si je me sens pousser des écailles, je crois pas que je sois devenu un poisson. C'est pas franchement mon milieu. Comme tous les enfants, j'ai rêvé à un moment d'être pompier, puis après je suis passé à autre chose. Donc j'ai fait des études, etc. Et puis est arrivé l'heure du service militaire. Personnellement, je ne me sentais pas de partir dans le nord de la France pour balayer la cour de la caserne. Donc je me suis dit, j'aimerais faire quelque chose d'utile. Et c'est là que je me suis dit, tiens, pourquoi pas rentrer chez les pompiers. On trouve au sein de la profession tout un tas de valeurs qui me sont chères, l'esprit d'équipe, la cohésion, l'engagement, le don de soi, l'abnégation. Et de l'abnégation, avec les départs de feu qui se multiplient, il va en falloir cet été. Alors que les Canadair sont toujours interdits de vol, un nouveau rebondissement intervient. Un homme est placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les feux de la Côte Bleue au mois de juillet. La nouvelle fait réagir les maires des communes qui convoquent une conférence de presse. On s'aperçoit que le gars, il peut mettre 3 feux en l'espace de 2 heures. Parce que je ne sais pas si vous avez essayé de faire démarrer un feu avec simplement un mégot. Il faut mettre des ramis. On fait le c'est un ouf. Non, mais quand on fait le barbecue. Au sein du véhicule. Moi, je vois le barbecue, des fois, mon copain me dit on met 2 ramis. Mais ça ne prend pas, ça ne prend jamais. D'ailleurs, le barbecue, on est obligé de mettre de l'alcool, etc. Eux, ils ont des techniques. C'est des criminels de la nature. Je veux dire, c'est pas autre chose. Stéphane Rossi est journaliste à la Provence de Martigues. Il a couvert tous les feux depuis le début de la saison et suit l'enquête judiciaire avec intérêt. Les policiers ont commencé à cerner un petit peu le profil psychologique de l'individu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui semble passionné par les feux. Il revient voir, après avoir mis le feu, il vient voir effectivement si ce qu'il a fait a bien commis les dégâts qu'il espérait.
Il y a une expertise psychiatrique qui a été diligentée, donc les premiers résultats montrent qu'a priori l'homme est responsable de ses actes. C'est un agent qui est chargé du nettoiement. Pendant 48 heures, il avouait rien, il expliquait que peut-être il avait jeté un mégot de cigarette, peut-être il avait mis le feu, mais bon, c'était absolument pas volontaire. Et puis en fin de garde à vue, a priori, le gars a complètement craqué, donc il a avoué. Le pyromane présumé est sous les verrous, mais les feux n'ont pas cessé pour autant. Allô? Oui, c'est savoir si madame le commissaire était parmi vous. Oui. En plus de celui qui a fait 10 hectares, il y a eu d'autres feux déclenchés concomitamment? D'accord, ça fait des émules. Ouais, on n'a jamais eu autant d'incendies, je crois, sur une période aussi réduite. D'accord, merci, à plus tard. Et tu vois, il y a eu un autre feu qui a été allumé, ils ont une garde à vue là, ici, là, derrière. Ça, c'est le feu d'hier soir, en fait. Hein. Et tu es au point de départ, là. Stéphane trie les photos de l'incendie de la veille avec son collègue. Pour eux aussi, cette saison feu de forêt est synonyme d'astreinte, de départ en reportage à toute heure du jour et de la nuit. Depuis que je suis ici, j'ai rarement vu autant d'incendies criminels en si peu de temps. C'est vraiment la première année. Rien que sur notre secteur, on a fait plus de 600 hectares pratiquement détruits par les incendies. Peut-être ce qui fait la différence cette année, c'est qu'habituellement, on ne se déplace pas forcément sur les incendies parce qu'ils ne font pas beaucoup de dégâts et le temps qu'on arrive, des fois, c'est rapidement éteint. Là, on a de suite des feux qui dégénèrent. Donc on se retrouve avec ce que les pompiers appellent des champignons atomiques. C'est des nuages en forme de champignons qui sont énormes. Et donc on se retrouve rapidement avec des incendies qui sont visibles à des kilomètres à la ronde. Comment informer sans susciter de nouvelles idées dans des esprits mal intentionnés? Un dilemme que Stéphane essaie de résoudre au quotidien. L'incendiaire, je pense qu'il n'a pas besoin de voir dans le journal qu'il y a des feux pour agir. En revanche, on espère toujours que ce qu'on fait, ça pourrait éviter certains comportements, notamment pour tout ce qui est feu accidentel. On est là aussi pour rappeler qu'un mégot, ça peut déclencher un incendie. Donc si ne serait-ce que s'il y a une personne qui se dit « je ne veux plus le faire », on aura réussi à faire passer un message. Journalistes et pompiers restent sur le qui-vive. Heureusement, le bruit court depuis quelques jours que les Canadair pourraient reprendre les vols prochainement. À l'école des sapeurs-pompiers, pour garder la main et réviser leurs acquis, les pilotes comme Jean-Marc Mathéo sont obligés de s'entraîner chaque année sur un simulateur par ordinateur. Tu as des points sensibles menacés sur le flanc droit et le flanc gauche. La finalité de notre mission, c'est participer à l'extinction des feux de forêt, avec tout ce qui est troupe au sol, les pompiers, etc. Voilà, c'est une coordination. Donc tout cet ensemble de moyens vont permettre d'effectuer correctement notre mission. L'une des difficultés majeures dans le travail des pilotes de Canadair consiste à bien se coordonner avec les pompiers au sol. Écoute, il n'y a aucun problème, on va se présenter sur le flanc droit pour les trackers et j'attends ton autorisation de largage. À l'école des pompiers de Velot, chaque corps de métier travaille dans une pièce séparée, face à un écran. L'ordinateur a recréé un feu très similaire à celui qui a dévasté la Côte Bleue il y a quelques semaines. Les pompiers doivent tester leur prise de décision. Chacun doit positionner ses troupes, communiquer avec les autres bataillons et adopter une stratégie commune pour éteindre le feu. Plus 2 heures, il va arriver au niveau d'un village qui est à côté de la mer. Le feu simulé par ordinateur est attisé par un puissant Mistral. Il faut être rapide et précis dans sa manière de communiquer. Comme dans la réalité, même les chefs se laissent gagner par l'attention, comme Jean-Pierre Skilari, responsable du groupement Feux de forêt. Autorisation de largage sur le flanc gauche. C'est un peu comme les militaires, ça. Ils n'aiment pas qu'il y ait la guerre. Mais quand il y a la guerre, hein, ils y vont et l'auto d'adrénaline monte et c'est leur boulot. Je ne dis pas que c'est leur passion, mais ils vivent pour ça. Et nous, c'est pareil pour les feux. On ne demande pas que ça boule, mais on sait que ça boulera. Jean-Jacques Pourchier fait partie des formateurs. Et il n'hésite pas à secouer les troupes qui mettent trop de temps à réagir. C'est toute la transmission que je vais essayer de donner. Ce n'est pas faire peur aux sapeurs-pompiers, loin de là. C'est de remettre un petit peu à niveau. Pourquoi je dis remettre à niveau? Parce que ça fait des années que nous n'avons plus connu de grosse saison et que cette année risque de sortir de l'ordinaire. Où placer les hommes pour qu'ils ne gênent pas les largages? Comment accéder aux zones les plus reculées de la forêt pour éteindre les flammes? Autant de questions auxquelles doivent répondre les pompiers en très peu de temps et sans perdre leur sang-froid. Il n'y a pas que chez les gradés des pompiers que la pression monte avant l'été.
Chez les hommes du rang, la conscience d'un risque élevé d'incendie est accrue. Ça part fort, apparemment, ça part. Il y a une belle saison feu de forêt. Quand on entend les bruits de couloir, c'est la première fois qu'il y a une activité opérationnelle feu de forêt aussi forte. Des groupes de surveillance dans les massifs forestiers sont mis en place pendant toute la saison des feux de forêt. Sébastien et Léa vérifient tout le matériel de leur camion avant de partir. Il y a énormément de départs de feux de forêt parce que la période est très sèche. On ne travaille pas à l'américaine, puisque là, ils laissent brûler et ils décident de l'arrêter à un certain endroit. Et ils coupent des énormes tranches de forêt pour ensuite l'arrêter à cet endroit-là. Nous, on ne peut pas se le permettre parce qu'on a des habitations dans les massifs, on a des habitations en bordure de massifs. C'est pour ça qu'on envoie énormément de monde sur tous les départs de feux de forêt. Le groupe de surveillance part s'installer dans la forêt. Sébastien et Léa rejoignent 3 autres camions de différentes casernes. Leur supérieur, c'est le capitaine Jean-Luc Cano, un pompier professionnel. Il se retrouve à la tête d'une petite unité autonome de 18 pompiers, prêts à intervenir en cas de départ de feu. Le plus dur, c'est de manager les personnes qui vont être très excitées par la vue du feu, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment être les premiers à vouloir aller à l'attaque du feu, et les personnes qui auront plus de crainte, donc vont prendre plus de repli. L'objectif, c'est d'arriver à faire travailler tout le monde sur le même niveau, à la même échelle, pour pouvoir travailler correctement. Sur les 9 zones, on est 8 zones en sévère. Donc il faut être plus, le département est en risque assez important. Sur ce genre de dispositif, c'est toujours une ambiance très particulière, un mélange de travail, de colonies de vacances, et puis le plaisir de se retrouver dans la pinède de Provence en été. Après l'appel, chaque équipe retourne vers son camion et passe le temps comme elle peut. C'est l'occasion de casser la croûte, dormir un peu, ou se raconter encore et encore des histoires de pompiers. La dernière fois, moi, j'ai pas dormi quand on a fait le groupe. Quoi? J'ai pas dormi la dernière fois. Et tu faisais quoi? Tu rigoles, mais tu m'as réveillé en ronflant. La radio, qui était silencieuse jusque-là, s'éveille pour répandre une excellente nouvelle. Les Canadair sont à nouveau autorisés à voler. Pour cet après-midi, 3 Canadair intègrent donc le dispositif feu de forêt. Le soulagement se propage chez les troupes. On s'autorise à souffler un peu. Au tout début de sa carrière, Jean-Luc a connu l'un des plus gros feux de mémoire de pompier, celui de la Sainte-Victoire en 1989. Et c'est au Canadair qu'il a dû son salut. Le feu est arrivé très vite, on avait peu d'eau, donc le feu, il est passé sur nous. On était à l'arrière de l'engin, et puis en fait, ce sont les Canadair qui sont venus nous aider en faisant des largages de sécurité sur nos véhicules. Ils vont larguer beaucoup plus haut pour ne pas nous blesser. Et ce qui va permettre justement de refroidir toute la zone où les engins sont là. On s'en rappelle. Ce sont des moments qu'on se rappelle après toute une carrière. Donc après, on est beaucoup plus vigilant justement quand on fait du commandement. Justement, on prend en compte certains paramètres. C'est pour éviter ce genre de gros feux que les groupes de surveillance ont été mis en place. Un maillage très serré de sentinelles quadrille la Provence, prêts à agir si un feu est signalé près de leur secteur. La radio grésille à nouveau, et cette fois, ce n'est pas une bonne nouvelle. À 14 h, les avions en guet aérien donnent l'alerte. Une fumée suspecte s'élève au-dessus de Fos-sur-Mer, à l'arrière du grand port pétrolier. Le feu était très important. Tout le transit, déjà, on avait un panache énorme qui était visible à plusieurs kilomètres. Un incendie s'est déclaré dans la pinède qui entoure une zone extrêmement dangereuse. C'est là que sont stockées les réserves de carburant pour toute la région de Marseille. Le feu serait parti d'un camion dont le système de freinage était défectueux. Il était sur le bas-côté de la route, juste à côté des cuves de stockage. Si les flammes parvenaient jusqu'à elle, ce serait un cataclysme. À l'état-major, Grégory Allion, le directeur des sapeurs-pompiers, suit le déroulement des opérations. Ce sont des industries avec du pétrole, des industries chimiques, avec un risque d'effet domino, parce que ce sont des sites quand même qui sont sensibles. Donc de vrais enjeux humains, de vrais enjeux naturels, mais aussi de vrais enjeux économiques. En urgence, 150 hommes sont dépêchés sur les lieux. L'hélicoptère devant.
La technique choisie, arroser la végétation avec de la mousse plutôt que de l'eau. Ce mélange d'air, de produits extincteurs et d'eau permet de lutter contre les feux gras, car les hydrocarbures flottent sur l'eau. Je m'étais jamais trop posé la question de ma réaction face à des flammes. Avec un petit peu d'expérience maintenant, je me rends bien compte que c'est très dangereux, qu'il faut bien s'en méfier. Je ne suis pas particulièrement attiré par les flammes, c'est pas quelque chose qui m'excite plus que de raison. L'Orus, l'avion de surveillance, détecte un deuxième départ de feu plus près de la mer, à quelques kilomètres du premier. L'état-major des sapeurs-pompiers surveille les images de près et décide d'envoyer 200 pompiers supplémentaires en renfort. Donc 14 et 15, le MIP de l'Est est armé. En tant qu'homme, mon seul sujet, c'est de les tous faire ramener. Quand j'étais gamin, je n'avais qu'une hâte, c'était partir, sans me soucier de savoir si j'allais un jour revenir. Aujourd'hui, en tant que patron du SDIS des Bouches-du-Rhône, mon seul souci, c'est de les faire partir parce qu'il faut assumer la mission, mais surtout de m'inquiéter dès l'instant où je les ai déclenchés, de les faire revenir. À 14h19, 150 hectares sont partis en fumée. La nationale 568 est coupée à la circulation. Un grand embouteillage de camions et de voitures se forme dans cette zone industrielle fréquentée. Les 200 salariés d'une entreprise à proximité du feu sont confinés dans leurs locaux. Il est trop tard pour les faire évacuer. La moitié des entreprises du coin est classée Seveso. Une vraie souricière pour les pompiers. C'est un effort énorme que l'on va demander à nos agents et à nous-mêmes. Ce sont des conditions très particulières de chaleur, des conditions où l'air est très irrespirable. 14h49. 3 Canadair décollent de la base de Marignane et larguent sur les feux. Malgré le Mistral à 80 km/h, les feux progressent lentement sur cette zone de végétation rase. Une cinquantaine de mètres en 1 heure. Les avions en profitent pour frapper fort. Leur principal ennemi, les flamèches qui s'envolent et risquent de propager l'incendie en sautant par-dessus les pompiers. Parmi les points sensibles, un train de marchandises stoppé en pleine voie, dont les wagons sont remplis de matières dangereuses, et toutes les lignes électriques qui alimentent la zone. D'autres foyers se déclarent à cause de brandons qui s'envolent. L'un d'eux a mis le feu à un énorme tas de bois. Tous les camions sont déjà mobilisés sur les premiers brasiers. Le seul engin disponible n'est pas de taille pour lutter contre ce nouveau foyer très virulent. Lui, il va suivre son chemin. C'est pas avec nos moyens en véhicule et en personnel que l'on arrive à éteindre un feu. On arrive à le canaliser ou à l'amener où on veut l'amener. 35 000 tonnes de poutrelles partent en fumée devant les pompiers impuissants. Ils ne peuvent pas se démultiplier et privilégient les autres sites en bonne voie d'être mouchés. À 15h, l'état-major commence à respirer. Les feux sont encore loin d'être éteints, mais ils ne progressent plus. Ce feu qui a parcouru près de 1000 hectares de zones boisées, c'est 45 000 emplois. Dans un département comme les Bouches-du-Rhône, c'est névralgique. C'est le cœur de l'approvisionnement en matière chimique, en matière pétrolifère. Donc c'était un enjeu, ce feu. Il faut maintenant s'appliquer à rabattre les dernières flammes et noyer tous les points chauds. Une énorme catastrophe vient d'être évitée. Les hommes commencent à montrer des signes de fatigue, mais ils maîtrisent la situation. Ce sont environ 1000 hectares de plus qui sont partis en fumée en ce début de mois d'août, malgré la vigilance constante des pompiers et des forces aériennes. Le pyromane présumé des feux du mois de juillet est maintenant sous les verrous. La saison devrait être un peu plus calme, mais les officiers les plus expérimentés savent bien qu'en été, en Provence, il ne faut jamais baisser sa garde.